Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre. Bienvenue à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à l'appel du groupe Environnement et Développement Durable. Merci à nos intervenants. On est ici ensemble jusqu'à 21h. À 21h, normalement, on est censé commencer à évacuer les lieux et à 21h15, être sur le trottoir devant le 28. Donc, comme j'imagine que vous aurez beaucoup de questions, il faudra essayer d'être synthétique et concentré. N'hésitez pas à venir vous installer. Les personnes qui viennent d'arriver, vous pouvez descendre pour vous mettre devant. Donc, on a mis en surtitre de cette conférence « Changer tous ensemble, vite, très vite même ». En effet, on sait tous que la transition qu'on va devoir entreprendre va demander des changements considérables. C'est très certainement une transformation globale qui est attendue à la fois à l'échelle individuelle, bien sûr, mais aussi collective, dans toutes nos manières de produire, de consommer, de bouger, de nous loger, etc. Et tout le monde sait très bien que la tâche est d'ampleur. On s'est donc posé, pour organiser cette conférence, la question du rôle que certains outils innovants comme le nudge ou plus largement les sciences comportementales ou encore les nouveaux récits pouvaient jouer dans les changements de mentalité et de comportement, avec plus particulièrement deux questions. Peuvent-ils être des accélérateurs décisifs de la transformation, d'une transformation responsable? Et deuxième question, à quelle maille peuvent-ils jouer ce rôle? À quelle échelle? À l'échelle des individus, qui soient citoyens, consommateurs, à l'échelle des organisations privées ou publiques, ou à l'échelle encore des politiques publiques? Alors, pour en débattre avec nous, on a 4 intervenants nous ont fait l'amitié de se joindre à nous ce soir, et je vais leur demander de se présenter à tour de rôle chacun. Ils le feront beaucoup mieux que moi. Catherine. Bonjour tout le monde. Catherine Crocos-Leroy. Moi, je suis experte en communication. J'ai un parcours de publicitaire et ensuite dans les contenus, et je fais du conseil. Donc, j'accompagne les marques dans leur transition responsable. Et je suis assez spécialisée en communication responsable et en contenu à impact. Et j'ai une expertise notamment en mode et luxe durable. Et voilà, et j'ai par le passé pris en charge la communication de Greenpeace, notamment sur les actions anti-OGM. Et je suis proche d'un collectif qui s'appelle Paris Good Fashion, dont l'objectif est de faire de Paris la capitale de la mode responsable en 2024. Merci Valérie. Bonjour, Valérie Martin, je suis chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je suis en charge de la stratégie grand public de l'ADEME et je suis spécialisée aussi en communication responsable puisque j'en coordonne les actions à l'ADEME et je suis pilote et co-auteur du guide de la communication responsable. Voilà. Merci Henri, je vous laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je me donne du micro. Je m'appelle Henri Bergeron, je suis directeur de recherche au CNRS en sociologie à Sciences Po. Je suis titulaire d'une chaire qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle Transformation des organisations, et donc qui est soutenue par des partenaires publics et privés, des organisations notamment qui doivent se transformer pour tenter d'adapter leur business model ou leur façon de faire aux enjeux écologiques qui se posent. Voilà. Et puis, je dirige plusieurs formations au sein de l'Executive Education et en formation initiale. Merci. Benoît. Bonjour, je suis Benoît de Florian, je dirige Ogilvy Consulting à Paris et je dirige aussi l'expertise sciences comportementales, qui est une des particularités d'Ogilvy, d'avoir cru depuis un petit moment, depuis 10 ans maintenant, aux sciences comportementales et d'avoir fait un business à partir de ça. Et notre rôle, en fait, notre façon de prendre les sciences comportementales, c'est de croire en fait au pouvoir des multiplicateurs de la créativité pour appliquer avec efficacité les sciences comportementales à plein de sujets. Je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai fait ces dernières années, tout à l'heure. Merci beaucoup, Benoît. Alors, je vais me tourner d'abord vers Henri.
On est un peu obligé de parler dans le micro parce qu'il y a une captation visuelle. Oui. Il y a des gens, il y a quelques personnes qui sont à distance et on a une captation. Donc, si on veut entendre. D'accord. Bon, Merci c'était pas beaucoup. présentation, c'était pas très important. Bah si. Merci beaucoup. Donc, Henri, on voulait vous donner la parole tout d'abord pour que vous nous exposiez un petit peu les fondements théoriques de tout ça, des sciences comportementales, nous expliquer comment ça marche, comment les sciences comportementales, le nudge, peuvent faire ou prétendent faire passer les individus de l'intention à l'action, d'une part. Ensuite, avoir votre sentiment également sur les politiques publiques par rapport à ces questions. Est-ce qu'elles peuvent activer ces leviers? Dans quelles conditions elles peuvent le faire? Jusqu'à quel point est-ce que vous voyez des limites à ça? Donc voilà, on met les pieds dans le plat dès le début. Oui, c'est bon, ça marche là? Oui. Alors, vaste question. J'ai 5 minutes, c'est ça, pour répondre à toutes ces questions? On a 10 minutes, 10 minutes. pour chaque intervenant et ensuite on posera des questions à la fin. La salle nous posera des questions. D'accord. Alors, pour la petite histoire, pourquoi on a publié un petit ouvrage qui s'appelle Le biais comportementaliste, qui a été publié aux presses de Sciences Po en 2018 avec un petit collectif de spécialistes de la santé publique et de l'environnement, notamment. Et on s'est intéressé à ces questions parce que ça va me permettre de rejoindre un peu ce que vous disiez sur les j'ai envie de dire, les origines théoriques. C'est que finalement, on s'est rendu compte, moi, je faisais partie d'un groupe de travail pour préparer le plan de lutte contre l'obésité et le surpoids qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy. Et puis, je me suis rendu compte à cette occasion, donc il y a un certain temps, je me suis rendu compte à cette occasion qu'il y avait beaucoup de spécialistes des sciences comportementales, des spécialistes du marketing social, des gens qui travaillaient aussi dans la neuroimagerie. Donc, beaucoup de personnes de ces sciences comportementales, très, très peu finalement de sociologues ou d'historiens ou d'anthropologues de la consommation ou de la nourriture. Et je me suis demandé que signifie finalement la progressive influence de ces sciences dans la formation de ce qui devait être un plan d'action publique. Et donc, on a commencé avec cette équipe à travailler un peu sur les fondements théoriques, sur le modèle que propose, quand, j'ai envie de dire, c'est simple, quand, de la même façon que dans le management, quand vous voulez gouverner les conduites des citoyens, c'est quand vous voulez faire en sorte que les citoyens fassent des choses qu'ils n'auraient pas fait sans votre intervention parce que vous êtes un décideur public, vous devez avoir une théorie des déterminants de l'action des citoyens. C'est-à-dire, voilà, si je suis un économiste, je vais considérer que l'incitation principale, c'est la rétribution financière et je vais concevoir, du coup, des politiques publiques qui cherchent à activer ce déterminant de l'action. Donc, on a travaillé un peu sur ça et on s'est rendu compte, en fait, qu'à l'origine finalement, l'acte de naissance non explicite des sciences comportementales, c'est certainement les travaux d'économistes dont certains ont eu le prix Nobel en 1978 et qui finalement ont été les premiers à mettre j'ai envie de dire un coup de crochet à l'économie néoclassique traditionnelle, qui est celle, comme je le disais, qui considère que les individus, si on augmente leur niveau d'information sur un certain nombre de sujets, ils vont avoir un comportement rationnel. En l'occurrence, si on leur dit que fumer tue, et qu'on leur démontre, ils vont arrêter de fumer. Et finalement, ces économistes ont produit un modèle en disant cette rationalité-là, ça ne fonctionne pas, parce que s'il suffisait d'augmenter le niveau d'information des individus pour qu'ils arrêtent de fumer, il n'y aurait plus de fumeurs. Donc, on a un groupe de chercheurs, dont certains ont été nobelisés, qui a inventé un concept qui était contre l'économie néoclassique, qui était un concept qui s'appelle la rationalité limitée. Et à partir de là, sans nécessairement faire de référence, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe comme histoire, il y a plein de courants qui se rejoignent, il y a des chercheurs en psychologie, dont un a été prix Nobel également. Il aurait été prix Nobel avec son collègue si son collègue n'était pas décédé auparavant, un chercheur israélien qui a travaillé justement sur, finalement, sur ces défauts de rationalité
en faisant l'hypothèse qu'il existe des biais, c'est-à-dire que finalement on a des heuristiques, des façons de penser qui dans la plupart des situations sont tout à fait, tout à fait utiles et nous amènent à faire des comportements justes, mais dans toute une autre série de situations, eh bien, ces biais nous amènent à l'erreur. Et finalement, ces chercheurs se sont dit, eh bien, pour faire agir les gens d'une autre manière, pour les pousser à faire des choses qui peuvent être bénéfiques pour eux et par addition bénéfique pour la société, eh bien, on pourrait jouer sur ces biais. Voilà. Donc, plutôt que de chercher à augmenter leur rationalité, ils ne seront jamais complètement rationnels, ils ne se comporteront jamais comme des acteurs rationnels, eh bien, on va chercher à jouer sur ces biais pour leur donner un coup de pouce, d'où le nudge, pour leur faire adopter des comportements qui sont des comportements qui leur sont bénéfiques. Pour vous donner une idée, dans la santé publique, on peut distinguer 4 moments de la santé publique et de la prévention en santé publique. Par exemple, sur le tabac. La santé publique, par exemple, si on la prend sous Vichy, c'est une santé publique qui est très paternaliste et grosso modo qui donne de manière autoritaire un conseil aux fumeurs ou aux buveurs excessifs de vin, tu ne dois plus boire, et qui prend des figures d'autorité. Donc on espère vraiment que le mécanisme qui va enclencher cet arrêt de la cigarette est cette peur de l'autorité. Très vite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et le deuxième moment de la santé publique, c'est un moment qu'on pourrait dire économique, économiciste justement, c'est le moment où on s'est dit, bon, puisque l'argument d'autorité ne fonctionne pas, on va chercher à donner des informations, comme je le disais, au consommateur. Et le consommateur, par cette information, va naturellement devenir rationnel et arrêter de fumer. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et on a été regardé de la façon dont, du côté de comment finalement les firmes travaillaient pour vendre leurs produits, pour faire ce qu'on a appelé d'une certaine manière un marketing social, c'est-à-dire utiliser les techniques du marché contre le marché. Et finalement, on s'est rendu compte, et c'est le troisième moment de la santé publique, que si on voulait pousser les gens à arrêter de fumer, plutôt que de simplement leur dire c'est pas bien, plutôt que de simplement leur donner de l'information, il fallait également faire en sorte qu'ils s'identifient à des modèles, à des univers qui pouvaient rendre désirable ce comportement d'arrêt. Donc on a toute une série de psychosociologues, c'est à peu près sous Simone Veil qu'on commençait à travailler pour essayer de voir comment on pouvait rendre positive l'image d'un fumeur jeune qui arrête. Donc on pouvait, pour ceux qui ont suivi ces campagnes et qui se révéleront leur âge à ce moment-là, voilà, il y avait une publicité qui disait on peut rester bat, comme on disait à cette époque, tout en arrêtant de fumer et en refusant des cigarettes. Et puis, ça n'a pas été suffisant, et d'une certaine manière, le dernier moment, c'est ce moment des sciences comportementales, c'est-à-dire que finalement, on ne cherche pas à transformer l'intérieur de l'individu, on ne cherche pas à modifier ses croyances, on ne cherche pas à modifier ses attitudes, on ne cherche pas à augmenter nécessairement son niveau d'information, donc on ne cherche pas, comme le dit un philosophe, à usiner son intérieur mental. On cherche en fait à modifier son environnement de choix. Et donc, d'une certaine manière, on peut chercher là aussi une illustration assez ancienne de la modification de l'environnement de choix du côté du merchandising. Le merchandising, d'une certaine manière, c'est un nudge avant l'heure. On aménage des têtes de gondole, on aménage des rayons, on aménage des entrées de caisse de telle sorte qu'ils incitent à prendre un certain nombre de produits qu'on n'aurait pas pris si cet aménagement n'avait pas été réalisé. Voilà, donc il y a des origines du côté de l'économie, des économistes hétérodoxes qui s'attaquent, j'ai envie de dire, au dogme et à la théorie de l'action de l'économie néoclassique. Et quelqu'un qui s'appelle Herbert Simon, qui vous regarderez, c'est vraiment après Leibniz, peut-être le dernier des scientifiques qui a été excellent dans plein de domaines. Vous avez bien sûr toute une partie de la psychologie et de la psychosociologie, et puis vous avez aussi le marketing étant conçu quand même comme en tout cas par ceux qui sont spécialistes de l'histoire du marketing, comme une machine à recycler des résultats que la psychologie a contribué à produire. Maintenant, c'est une nébuleuse, les sciences comportementales. Il y a vraiment des gens très différents. Il y a les neuroéconomistes, il y a des gens comme Edgar Duflo qui sont plutôt du côté de l'économie, de l'économie expérimentale. Voilà, c'est une nébuleuse, ces sciences comportementales, mais en tout cas, on a renoncé à l'idée d'analyse
l'individu rationnel, on cherche à jouer sur les biais et on cherche à aménager des environnements et des architectures de choix qui soient propices à l'adoption de choix qui sont favorables pour l'individu et donc, on espère, par extension, pour la société. Alors, est-ce que c'est utilisé en matière de politique publique? Dans quelle mesure et quelles limites vous voyez à cet usage, à ce recours? Alors oui, c'est utilisé en politique publique, c'est utilisé dans pas mal de champs. Ça a commencé pas mal par la santé publique, puis par l'environnement. Donc, dans ces champs-là, il y a vraiment une utilisation assez classique. Il y a eu une résistance au départ des spécialistes de la santé publique français qui travaillaient dans les agences parce que justement, grosso modo, et ce sera une des limites pour beaucoup de professionnels de la santé publique, finalement, si les gens continuent à fumer, finalement, si les gens, quand on regarde les statistiques de l'obésité aux États-Unis, on s'aperçoit que ce sont des individus qui sont généralement des femmes, célibataires, soutien de famille, d'origine sud-américaine ou afro-américaine, plutôt des sud des États américains, donc qui vivent dans des déserts qui sont des déserts alimentaires. Et grosso modo, les tenants de la santé publique considèrent que les vrais déterminants du comportement de l'obésité, ce n'est pas un individu qui ne peut pas s'empêcher de manger ce qu'il ne devrait pas manger ou qui ne fait pas assez de sport, mais c'est d'abord des déterminants socio-économiques et des déterminants structurels. Donc au départ, il y a eu une résistance du côté de la santé publique qui s'intéresse beaucoup à ces déterminants structurels des comportements individuels, parce qu'ils critiquaient une approche qui insiste sur j'ai envie de dire qu'il y a une vision individuelle, j'ai envie de dire, des déterminants du choix des consommateurs et des citoyens. Mais ça s'est beaucoup diffusé dans les politiques publiques. On sait que c'est aussi des sciences qui ont beaucoup séduit le président Macron. Hein. Il a créé notamment au sein du ministère de la Transformation et de la Fonction publique une délégation interministérielle à la transformation publique qui a d'abord été dirigée par Thomas Cazenave, qui a été proche aussi de BVA Nudge Unit. Il s'en est servi lui-même, le président Macron, dans ses opérations notamment de récolte de fonds dans les années 2000, juste avant les élections 2017. Il a utilisé des nudges parce que par définition, aménager une architecture de choix, l'interface, j'ai envie de dire la médiation digitale est super parce que vous pouvez modifier. On sait bien que Uber, entre guillemets, instaure une relation qu'on cherche à apparenter à une relation managériale parce qu'il pilote ou tente de piloter, parce qu'il y a des résistances de la part, tente de piloter ses pilotes en donnant des informations, en jouant sur les prix, en jouant sur l'interface qui médiatise la relation presque totale managériale entre les gens de chez Uber et ses personnels indépendants. Donc, ça s'est beaucoup développé dans les politiques publiques. Il y a toutes sortes d'exemples qui sont donnés. Et voilà. Et alors, donc les limites, alors, je ne peux pas vous dire toutes les limites possibles, je voudrais en pointer quelques-unes. Alors, il y a beaucoup de limites qui ont été pointées, qui sont connues, je pense que vous en parlerez vous-même, et d'ailleurs les fondateurs du nudge et de la perspective des nudges qui y ont été d'ailleurs, dont a été nobélisé, anticipent ces critiques dans leurs ouvrages. C'est la critique éthique, finalement, de la manipulation. Voilà, on ne se rend pas compte, on nous donne un petit… Alors, ils ont toute une… Ce qu'il faut voir, c'est que le nudge, il est né, dans un contexte américain, dans un contexte anglo-saxon où l'intervention de l'État est peu légitime. Et voilà, il a fallu faire passer une forme d'intervention de l'État dans des consommations et des choix privés qui, là-bas, n'étaient absolument pas naturels d'un point de vue politique. Donc, ils appellent ça le paternalisme libertarien. Oui, il y a une forme de paternalisme. Oui, c'est un peu ce qui pourrait être de l'ordre d'un nanny state, même si c'est une expression anglaise, mais c'est quand même libertarien parce que finalement, on ne force pas les gens à faire ce qu'ils doivent faire, on leur laisse la liberté de choisir. Donc ça, c'est les critiques éthiques autour de ce qui peut relever de la manipulation. Et c'est vrai quand même qu'à part quelques nudges, beaucoup de nudges, j'ai envie de dire, la magie de l'efficacité du nudge, elle tient au fait qu'on ne la connaît pas. Et quand on la révèle, eh bien, le nudge perd un peu de son efficacité. Voilà, vous mettez des traces de pneus qui vous peignez à l'entrée d'un virage un peu dur, à l'entrée d'un village. Quand les gens apprennent qu'il n'y a pas vraiment eu de freinage et d'accident, forcément, ça gâche un tout petit peu la fête. Et donc, la plupart des nudges, quand même,
agissent, j'ai envie de dire, en deçà de la conscience, sans susciter la réflexivité des nudgés. Alors, il y en a quelques-uns quand même qui suscitent la réflexivité, c'est quand on veut briser la routine. Par exemple, vous avez des paquets de chips qui sont vendus aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, le repas, il est grosso modo, il débute au début du programme et il termine à la fin du programme. Et vous avez des programmes, par exemple, de football américain qui peuvent durer 5 heures, donc on va manger pendant des heures. Et bien là, on met une chips rouge à l'intérieur d'un paquet de chips jaune pour susciter tout d'un coup un arrêt pour que la personne… Mais la plupart des nudges court-circuitent la réflexivité. Alors, critique éthique, alors critique politique. Beaucoup de gens se posent la question de savoir finalement qui définit le bien commun. Alors, il y a quelques exemples, ça paraît évident, la santé publique, on nudge les personnes pour qu'ils fument moins, pour qu'ils mangent mieux, qu'ils fassent plus de sport, ça peut paraître évident, mais même dans le champ de la santé, et la crise du Covid a été là pour le rappeler, il y a des controverses, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qu'est-ce que ça doit être qu'une politique de lutte contre le Covid, zéro Covid, laisser au contraire l'immunité collective, préférer protéger les vivants d'aujourd'hui au risque de provoquer des morts plus tard par le confinement. Il y a eu plein de controverses, je ne me prononce pas sur le fond, mais même énormément de biens publics sont très difficiles à définir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des partis politiques, c'est que tout le monde n'a pas le même entendement de ce que doit être la sécurité, des moyens pour l'atteindre, de ce que doit être la santé, des moyens pour l'atteindre. Voilà. Et là, ça laisse quand même, j'ai envie de dire, à une particularité de personnes de définir ce qu'est le bien commun, qui ne sont pas forcément d'ailleurs, qui ne sont pas forcément toujours des gens qui ont été élus, qui sont dans le cadre de la démocratie représentative. Une deuxième critique, c'est, elle a trait, et c'est aussi une critique politique, elle a trait au fait que quelle image de la politique ça nous donne. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un nudge qui permette de diminuer le taux de discrimination à l'embauche en vertu de la race, en vertu du genre, ou je ne sais quoi encore. Et ce serait formidable d'avoir un nudge qui permette de diminuer cette… Mais ce que veut aussi un État, ce n'est pas simplement modifier l'architecture de choix de telle sorte qu'elle diminue le nombre de personnes qui sont stigmatisées pour leurs origines, par exemple, mais on veut aussi convaincre et transformer et faire convaincre les personnes elles-mêmes que discriminer, c'est pas bien, et on veut faire progresser les idées. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, il y a cette notion d'apprentissage que les théories comportementales ne… Et puis enfin, dernière critique, et je m'arrêterai là, je reviens à cet exemple de l'obésité et le fait que certains comportements se concentrent dans certaines populations et de manière pas du tout, j'ai envie de dire, aléatoire dans la population. Voilà, les gens qui sont des fumeurs résistants, les gens qui tendanciellement continuent d'acheter des grosses voitures et de rouler beaucoup, etc., etc. Eh bien, ce sont des gens qu'on peut regrouper et dont on peut trouver des caractéristiques communes qui sont notamment des caractéristiques socio-économiques. Ça vient un peu mettre une encoche là aussi dans la théorie du nudge, parce que, par exemple, sur les fumeurs, on dit que les fumeurs sont victimes de ce que l'économie comportementale appelle un biais d'escompte hyperbolique. C'est-à-dire que, grosso modo, pour le dire simplement, les individus préfèrent un ici et maintenant plutôt qu'un plus tard. Voilà. Et donc, ils préfèrent fumer maintenant que fumer plus tard. Mais alors, comment on explique que ce biais d'escompte hyperbolique se manifeste essentiellement chez les personnes qui sont pauvres, dans des milieux sociaux défavorisés, puisque ce sont l'essentiel de nos fumeurs résistants. Pourquoi il n'y a pas ce biais d'escompte hyperbolique? Si on suit la théorie du nudge, normalement, les biais sont un invariant anthropologique, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans tous les cerveaux de tous les êtres humains. D'où d'ailleurs leur alliance avec les neurosciences et la neuroimagerie, pour déculturaliser d'une certaine manière les nudges. Voilà, il y a toute une série de questions et de réponses. Donc le nudge peut être d'une certaine manière aussi un instrument qui approfondit les inégalités. Dernier point, je travaille beaucoup dans le cadre de ma chaire, notamment sur l'utilisation des sciences comportementales dans le management. Il y a beaucoup de pratiques managériales, de pratiques pour embarquer, de pratiques pour motiver. Et Dieu sait si en ce moment, embarquer, garder ses talents, ce sont des exigences très importantes. Les recruter d'abord, à la fois dans les administrations et dans les entreprises privées. Là, je doute vraiment que modifier l'architecture de choix soit un élément qui permette de
comment dire, agir de manière décisive sur des comportements organisationnels. Vous arriverez à faire en sorte que les gens jettent mieux leurs déchets dans différentes poubelles. Vous arriverez à faire en sorte qu'ils prennent la soupe qui est placée juste devant la caisse dans la cantine collective. En revanche, je ne vous convaincrai pas un responsable CGT avec un nudge de ne pas faire la grève mardi prochain. Donc, voilà. Dernier petit point. Les nudges, je pense que c'est très intéressant comme outil complémentaire et c'est intéressant de penser cet outil complémentaire au regard de ce qui existe déjà en politique. Le système de santé, il est fondé sur la solidarité entre les bien portants et les mal portants, la solidarité entre les personnes riches et les personnes en situation délicate d'un point de vue financier. De ce point de vue-là, on a déjà un système solidaire qui travaille sur les déterminants socio-économiques des inégalités de santé et ajouter des nudges pour gagner encore des comportements supplémentaires, ça me paraît tout à fait souhaitable. Là où c'est problématique, c'est dans les politiques publiques vraiment nouvelles, peut-être l'environnement, où le nudge, je ne dis pas que c'est le cas, où le nudge devient l'alpha et l'oméga et fascine les élites politiques comme la solution miracle pour changer les comportements. Je sais que ce n'est pas le cas, mais voilà, donc c'est toujours aussi important, je pense, de penser l'action du nudge en regardant sur quel type de politique publique le nudge se verrait. Merci beaucoup, merci Henri. Donc, des limites éthiques, des limites politiques, des limites sur la conception de l'acteur dont on veut corriger le comportement, notamment en tenant insuffisamment compte de la capacité d'apprentissage de cet acteur, des limites aussi qui sont liées au fait qu'on considère les motifs des comportements et des biais, de la mise en œuvre de ces biais comme étant universels, alors qu'en fait, ils dépendent de déterminants beaucoup plus larges que ça. Benoît, maintenant, je voudrais qu'on te laisse la parole pour que tu nous expliques un peu comment est-ce qu'il est possible de dépasser ces limites. Si on veut accélérer, amplifier les changements, il va falloir passer en plus, c'est un deuxième point du comportement, enfin des changements, des évolutions de comportement individuel à un changement plus collectif. Est-ce que, selon toi, le recours aux sciences comportementales peut être pertinent pour mettre la collectivité en mouvement? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu as des exemples des cas concrets à nous raconter? Alors, je vais peut-être en rajouter une de limite. Qui est donc, moi je suis dans un environnement complètement différent, je suis dans une boîte de consulting, avant j'étais dans une agence de conseil en communication, donc on a des clients en face. Et les clients, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent des résultats et de l'efficacité. Et dans le nudge, il y a quand même un discours sur l'efficacité qui est un petit peu nébuleux. Il y en a certains qui sont, et il y a des nudges qui sont imparables et qui ont vraiment fait une différence énorme sur certains comportements, mais il y en a beaucoup où en fait quand on s'y intéresse, qui sont hyper connus, où en fait vous n'avez aucun papier scientifique qui a été publié, et la mouche par exemple, et il y en a plein comme ça, qui sont des jolies idées, mais en vrai qui n'ont aucune... Enfin, la mouche a sans doute de l'efficacité, on ne l'a jamais mesuré, mais il y en a plein qui n'en ont pas, et il y en a beaucoup qui sont très réputés et qui vraiment améliorent à la marge de 2-3%, etc. Quand on réplique les expérimentations, de temps en temps, il y a des petits soucis. Donc, il y a en fait, et pour moi, c'est ça le sujet principal. En tout cas, moi, quand on me demande d'intervenir et tout, c'est vraiment l'efficacité. Est-ce que un nudge est vraiment la solution pour avoir les solutions les plus efficaces? Et en fait, très vite, on est arrivé à la conclusion que non, le nudge, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un outil parmi d'autres. Il y a dans les sciences comportementales plein de choses qui sont formidables et qui ouvrent vraiment des chemins nouveaux pour adopter des stratégies, pour inventer des solutions qui peuvent vraiment faire bouger les choses, qui peuvent faire bouger les comportements, mais c'est une discipline parmi d'autres. Et ce qu'on croit, c'est intéressant ce que vous disiez sur l'évolution des politiques de santé. Je pense, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est un petit peu les 2 dernières périodes, c'est-à-dire que oui, on a des sciences comportementales et on va chercher dans les sciences comportementales des insights, des approches qui ont fait leurs preuves et qui nous semblent vraiment pertinentes, mais il y a toute cette approche de marketing qui est une approche aussi, c'est tous quand même assez efficace
faire, pour changer, pour impacter sur les comportements des gens. Et là, pour répondre à la deuxième partie de la question, sur le changement de comportement collectif. Il se trouve que donc moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis plongé dans les sciences comportementales et que depuis 10 ans, en fait, c'est les questions qui me sont posées, en tout cas les questions les plus intéressantes. La toute première, c'était une question posée par Nestlé sur un sujet qui était l'évolution des comportements alimentaires des enfants. Il y a un moment, quand vous êtes dans l'industrie alimentaire, que vous vouliez ou pas, et que, quels que soient les produits que vous commercialisez, vous êtes partie prenante de la crise de l'obésité. Et vous savez très bien que une des réponses à la crise de l'obésité, ça va être de faire, même si ce n'est pas votre responsabilité à vous, ça va être de faire changer les comportements alimentaires des gens. Et donc, on a lancé pour Nestlé, il y a un petit peu moins de 10 ans, un mouvement qui s'appelle United for Healthier Kids. La première chose qu'on a fait, c'est interroger des parents un petit peu partout dans le monde. Et tous les parents nous ont fait, quel que soit leur pays d'origine, on était plutôt dans des pays en Amérique du Sud, en Asie, etc., tous les parents nous ont fait la même réponse, c'est oui, c'est nous, in fine, qui sommes responsables des comportements alimentaires qu'on communique à nos enfants, c'est notre responsabilité, etc. Maintenant, même si, in fine, c'est notre responsabilité, on ne peut rien si les autres acteurs ne nous aident pas. Si on n'a pas le système scolaire et les cantines avec nous, si on a les réseaux sociaux contre nous, si la pub à la télé recommande des choses et crée des désirs qui ne sont pas sains pour les enfants, si les éducateurs sportifs font pas leur boulot, etc. Bref, il y avait une conclusion dans cette étude qui était hyper claire et qui était formulée de la façon d'un proverbe africain que tout le monde connaît. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc, en fait, très vite, le sujet de l'évolution des comportements alimentaires était plus un sujet individuel, comment on arrive à aider les gens ça devenait un sujet collectif, c'est-à-dire c'est comment on change les comportements de tous les villageois pour qu'on puisse, in fine, faire bouger les comportements des enfants. Et donc, depuis le début, on a essayé justement de voir comment, puisque c'était vraiment un des fondements, les sciences comportementales, etc., comment on peut travailler autour des sciences comportementales, mais dans une dimension collective. Et le premier pays dans lequel on a lancé, c'était le Mexique. On était en 2014 et un an avant, le Mexique avait détrôné les États-Unis au classement de l'Organisation mondiale de la santé du pays le plus obèse du monde. Donc, il y a 70% des Mexicains qui sont en situation de surpoids, dont 30% quand même en situation d'obésité. Les bébés, quand ils ont du Coca-Cola, enfin, on leur rajoute du Coca-Cola dans leur biberon. Le premier, et c'est véridique, hein, quand on demande aux gens quel est le premier légume que vous donnez à votre enfant, ils répondent des frites. Il y a des bébés obèses. Il y a des enfants qui meurent, enfin de moins de 10 ans, qui meurent de crise cardiaque parce qu'ils sont obèses. Donc, c'est vraiment une situation effroyable. Et du coup, on a essayé d'inventer une solution qui reposait, enfin, il y avait plein de choses dans cette solution, mais il y avait trois éléments vraiment importants qu'on a mis en place. Le premier, et très vite, on a dit, Nestlé tout seul ne peut rien faire, on peut faire plein de choses, mais il faut qu'on constitue une coalition de partenaires autour de nous, parce qu'on n'a pas, on n'a pas la légitimité, on n'a pas l'autorité, la crédibilité, il y a plein de choses qui nous manquent. Et donc, le premier partenaire évident, c'était le gouvernement mexicain, qui était à ce moment en plein dans une grosse campagne contre l'obésité, et qui ont participé au jeu, et on a lancé United for Healthier Kids au Mexique, dans les bureaux du ministère de la Santé, c'est la ministre de la Santé qui a parrainé l'initiative. On avait des partenaires publics, en particulier dans le système scolaire, on avait des partenaires privés, donc d'autres entreprises alimentaires, d'autres entreprises de grande consommation, et il y a un partenaire en particulier qui a joué un rôle, et je vais y revenir, qui s'appelle Televisa, qui est l'équivalent de TF1 au Mexique, mais encore plus puissant que TF1. Donc on avait
ces partenaires ont commencé à amener des gens du village, en fait, dans l'initiative. La deuxième chose, c'est qu'on a tenu à avoir une approche la plus scientifique possible, à avoir des bases scientifiques dans notre approche, parce qu'on était vraiment, vous l'avez compris, confrontés à des comportements qui sont aujourd'hui enracinés dans la société mexicaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la norme sociale, c'est d'être obèse. Quand vous avez un petit enfant, s'il n'est pas ce qu'ils appellent chubby, donc s'il n'est pas grassouillé, il n'est pas en bonne santé. Et vous êtes vraiment, vous avez un gamin normal, entre guillemets, les gens pensent, non, il est malade, qu'est-ce qu'il a et on est dans une situation où les gens pensent que ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on n'y arrivera jamais. Et puis d'ailleurs, tout autour de nous, on voit plein de gens obèses qui ont réussi dans la vie, qui sont peut-être aussi des modèles, et puis on voit plein de gens qui ont des comportements qui sont pas du tout les comportements qu'on devrait avoir. Donc il y a vraiment un truc qui est compliqué. Donc du coup, on a pris une des bases un des grands modèles classiques, qui est le modèle de Prochaska et Di Clemente, donc le modèle théorique de changement de comportement, et on a essayé vraiment de suivre toutes les phases de changement du modèle, en commençant vraiment de zéro, puisqu'on était dans une situation où il fallait recommencer de zéro. Et donc, les premières étapes, ça s'appelle la pré-contemplation, la contemplation, la préparation. Et en gros, il s'agissait de dire aux Mexicains, manger plus sainement, c'est quelque chose qui peut vraiment vous changer la vie, vous aider à être plus heureux dans votre vie, c'est un vrai truc. 2, c'est possible, c'est pas complètement impossible de faire ça, de commencer à leur donner envie, les moyens de bouger, etc. Et la troisième chose qu'on a faite, en fait, c'est de se dire que si on veut bouger les gens, et on est dans le domaine alimentaire, il n'y a qu'une chose qui peut les faire bouger, c'est l'émotion. Le rationnel, la peur, la morale, l'autorité, ça marche pas dans l'alimentaire. Et il faut au contraire travailler sur les aspirations, sur des approches résolument positives, optimistes, avec, on le verra tout à l'heure avec Valérie, des imaginaires qui sont hyper riches et aspirationnels pour pouvoir bouger les gens. Et on s'est dit, en fait, il y a un véhicule qui serait super pour porter tout ça, c'est une émission de télé-réalité. Et c'est là où Televisa est intervenu, et on est allé les voir, et ils ont participé avec nous au projet. Et on a conçu avec eux une émission qui a duré pendant 6 mois, qui s'appelait Hermosa Esperanza, donc le bel espoir, ça dit tout, où on avait 5 familles mexicaines. Dans chacune des familles, il y avait un gamin qui était en situation de surpoids. Et ces gamins avaient été castés parce qu'ils avaient un rêve dans leur tête. Et en fait, le rêve était incompatible avec le fait d'être en surpoids. Donc, par exemple, il y avait un petit gamin, il rêvait d'être pilote de Formule 1. Et donc, s'il voulait aller dans une école de pilotage, il fallait qu'il maigrisse et qu'il ait un régime alimentaire plus sain. Je suis désolé pour les stéréotypes de genre, mais il y avait une petite fille, son rêve, c'était d'avoir une robe sublime pour la cérémonie de quinceañera. Donc, c'est le truc le plus important pour une jeune femme au Mexique après la cérémonie du mariage. Et donc, elle voulait avoir la robe super et tout ça. Donc, on avait ces familles, on les suivait, il y avait une partie documentaire dans les familles, il y avait une partie sur le plateau. Sur le plateau, il y avait des coachs un petit peu célèbres de Televisa, il y avait un pédiatre, il y avait une nutritionniste, et puis il y avait des célébrités qui passaient, des sportifs, des acteurs, etc. et tout, et on discutait, il y avait beaucoup de larmes, il y avait des rires, et en fait, on a suivi ce parcours pendant 6 mois, et c'était une façon formidable de montrer aux Mexicains que des gens comme vous et moi, on peut en fait bouger. On peut finalement, le chemin vers une alimentation, un mode de vie plus sain, en fait, c'est un chemin super. Ça tisse des liens familiaux beaucoup plus forts que ce qu'on avait auparavant. C'est en fait, c'est un vrai truc, une vraie aventure qu'on vit ensemble. Et puis, on a vu les familles vraiment évoluer au fur et à mesure, et les gamins, et tout le monde adopter un régime plus sain. Et là où on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose de fort dans cette approche, c'est non seulement qu'on a vu
des études qui montraient l'évolution des attitudes des gens. On a vu que l'émission était une vraie belle émission de télé-réalité qui scorait plutôt mieux, plus que la moyenne sur la case où elle était. Mais c'est une émission qui a été nominée aux Emmy Awards mexicains. Et donc, on se disait, il y a un truc, quoi, ça prend, et on se dit qu'on a fait retentir un truc et que le pays a l'air d'être déterminé pour bouger. Donc ça, c'était ce projet United for Healthier Kids. Ensuite, j'ai eu la chance d'être embarqué sur un projet pour la fondation Bill et Melinda Gates. Donc là, c'était une initiative qui s'appelait la Private Sector Partnerships for Nutrition. Et l'idée, en fait, était d'embarquer l'industrie alimentaire dans la lutte contre la malnutrition, avec une histoire, il y a un raisonnement tout simple. Les familles les plus défavorisées dépensent plus de 2000 milliards de dollars chaque année en dépenses alimentaires et de boissons. C'est 500 fois plus que toute l'aide alimentaire mondiale cumulée. Et donc, si on arrivait à faire que ces 2000 milliards soient investis dans des aliments dont la densité nutritionnelle était améliorée, tout d'un coup, on aurait une arme remarquable pour vraiment faire réduire les déficiences nutritionnelles. Et donc, le sujet était de développer avec l'industrie alimentaire des business models profitables autour de produits fortifiés dans certains nutriments. Et profitable était un mot-clé parce que s'il y a du profit, c'est la meilleure garantie que les produits soient mis à l'échelle et qu'on arrive au bout du compte à avoir un impact durable qui passe vraiment à l'échelle. Et donc, on a travaillé avec des grandes entreprises internationales, des Danone, des Mars, etc. Et on a travaillé aussi avec des entreprises locales au Sahel et en particulier au Népal. Et il se trouve que moi, j'ai été nommé le lead du projet au Népal. Et au Népal, on travaillait avec une boîte qui s'appelle le Chowdhury Group, qui est la boîte du plus grand milliardaire du Népal, un ami personnel de Bill et Melinda et un des plus grands milliardaires de l'Asie du Sud-Est. Et il se trouve qu'il a fait, donc maintenant il est dans tout, dans les télécoms, tout ce que vous voulez, il est dedans, mais il a fait sa fortune dans les nouilles déshydratées, et il a une marque qui est l'équivalent de Coca-Cola au Népal, qui est, la marque, on la voit pas. Et donc, le projet, c'était de travailler sur des nouilles fortifiées et des biscuits fortifiés avec le groupe, et puis petit à petit, de convaincre d'autres industriels de venir et de faire un panier de produits fortifiés accessibles pour tout le monde, etc. Et en fait, assez vite, le projet a pris une dimension beaucoup plus ambitieuse. Et on a essayé, et c'est l'intérêt de travailler avec une fondation comme la Fondation Gates, c'est que eux, leur sujet, c'est pas simplement c'est de faire bouger les choses, mais aussi d'essayer. Et en fait, très vite, le Népal est devenu un laboratoire expérimental pour la Fondation. Et l'idée était de voir s'il y avait une autre façon de faire bouger en fait les comportements, une autre arme pour les politiques d'impact en matière de santé publique, qui était de créer un mouvement national où on implique les politiques, donc tous les grands leaders politiques nationaux et provinciaux du Népal, mais aussi le nouveau pouvoir, en particulier la société civile, les grands influenceurs, les grands entrepreneurs, et d'essayer d'amener dans ce mouvement, évidemment, l'industrie privée, le secteur privé, en particulier l'industrie alimentaire, et les consommateurs, et de mettre la fortification et la nutrition vraiment au sommet de l'agenda de tout le monde. Et donc, on a travaillé, et c'est ça qui est intéressant avec la Fondation Gates, sur un mouvement, un projet où on est obligé de mettre beaucoup de science, parce qu'ils aiment beaucoup la science chez Gates, où on a besoin vraiment de mettre sur papier une théorie du changement qui est hyper détaillée et très précise, et où ensuite on mesure tout pour apprendre, pour voir ce qui marche pas, s'améliorer, etc. Et du coup, on a poussé l'expérience qu'on avait eue avec Nestlé un petit peu plus loin. On a gardé le modèle transthéorique de changement, mais on l'a vraiment travaillé sur 2 dimensions. On a changé en fait toutes les étapes pour rajouter énormément d'émotions
et que les gens soient vraiment pris et engagés émotionnellement dans chacune des étapes de changement. Et on a travaillé pour que chacune des étapes aussi soit conçue de façon collective. Donc, par exemple, la première étape du modèle, c'est la pré-contemplation. C'est devenu, en fait, cette étape est devenue, on l'a appelée l'aspiration. Et en fait, on voulait à tout prix que si on veut créer un changement dans le pays, au niveau de la nation, il faut qu'on s'appuie sur une aspiration collective qui résonne avec tout le monde. Seule une aspiration, une grande aspiration, peut vraiment mettre les gens en mouvement. La deuxième étape, on l'a appelée l'étape de la croyance, en fait, du belief. C'est-à-dire que plus on a une aspiration grande, plus on a envie de se bouger et de changer, mais plus on a une aspiration grande, plus on a de mal à se dire on va réussir à l'atteindre. Donc, si vous ne construisez pas la croyance vraiment forte de tout le monde au Népal dans le fait que oui, on peut y arriver, etc., ça ne marche pas, et ainsi de suite. Donc, on a travaillé tout le modèle vraiment en transformant émotionnellement chacune des étapes. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des théories du mouvement, des théories des réseaux, du marketing d'influence pour justement donner une dimension collective au changement de comportement. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait au maximum mobiliser les influenceurs pour qu'ils aident la population et l'ensemble des gens qu'on voulait bouger à passer d'une étape à l'autre du process de changement, et comment on pouvait avoir des relais dans tout le pays qui deviennent des espèces d'ambassadeurs très actifs de notre mouvement, dont on responsabilise, on leur donne les moyens, mais c'est eux sur place, dans leur communauté, qui font bouger les choses. Et on a appelé ce modèle, donc c'est encore un nom de travail, le Hyperloop Model for Public Health Impact, parce qu'en fait, dans l'idée du Hyperloop, il y avait cette idée que si on arrive à inscrire ce processus de changement dans un mouvement social, on a fait un espèce d'effet boule de neige, on peut avoir un impact exponentiel sur ce qui se passe. Et si le mouvement prend vraiment, et si on arrive à amener tout le monde dans le process de changement de comportement, à ce moment-là, ça donne un effet exponentiel. Les résultats, ils ne sont pas au rendez-vous. Pour plein de raisons qui sont que je pourrais développer tout à l'heure dans les questions-réponses. Mais beaucoup, pour deux raisons, beaucoup au Népal. Une première qui est la crise du Covid qui a tout bouleversé dans les pilotes, etc. C'était injouable. Ça rendait tout complètement caduque. Et un deuxième problème qui était un problème politique lié à la personnalité de notre ami milliardaire, dont on s'est aperçu en fait qu'il était très controversé au Népal, et en gros il y avait 50% du pays qui était avec lui et 50% violemment contre lui et tout, donc c'est compliqué d'agir. Mais il y avait un fond, je pense qu'il y a un fond qui est là et qui est juste. Donc moi, pour répondre vraiment à ta question, oui, je crois que les sciences comportementales peuvent vraiment aider à faire bouger le collectif. Et un signe d'encouragement, c'est que ces deux expériences, qui sont vraiment deux expériences assez fondatrices de la pratique sciences comportementales chez Ogilvy à Paris, ça nous a permis en fait d'être retenus par le Programme alimentaire mondial avec un contrat de long terme sur justement ce qu'on appelle dans le monde du développement SBCC, donc Social Behavior Change Communication, donc vraiment sur des approches qui sont supposées changer à grande échelle les comportements alimentaires des populations. Et on commence à travailler sur un projet concret en Tunisie depuis tout récemment, depuis 2 semaines. On espère pouvoir travailler au Bangladesh et donc continuer à faire progresser cette approche et continuer à prouver que les sciences comportementales peuvent avoir un effet sur le changement collectif. Merci beaucoup Benoît. Super intéressant. Moi, je note plusieurs choses. D'abord, qu'il ne suffit pas de modéliser, de modifier, de chercher à modifier un comportement one shot, mais plutôt des attitudes et les référentiels que les gens ont en tête. Deuxièmement, qu'il faut faire changer tout le village.
ce qui montre bien que la norme sociale, elle est quand même surdéterminante et que la dimension collective est fondamentale. Troisièmement, que la dimension rationnelle ne suffit pas à soulever des montagnes, que le recours à l'émotion est également fondamental. Et enfin, tu viens de le dire, que c'est quand même un travail sur le long terme. Donc, le côté comparaison avec des politiques publiques classiques sur le long terme, lentes, difficiles, et puis à côté des nudges qui permettraient d'obtenir des résultats très rapides et dans la durée, c'est pas exactement comme ça que ça se pose. Alors, l'émotion, merci. Donc, l'émotion, on va y revenir avec Valérie. On sait que les émotions jouent un rôle majeur dans nos comportements et peuvent être mobilisées pour produire des nouvelles pratiques. Pour eux, dites-vous que celles-ci fassent écho à des imaginaires désirables et partagés. Alors, les questions qu'on souhaitait vous poser, c'était d'une part, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Quels enjeux, quels sont les fondements, les contours de ces nouveaux récits, finalement, de la construction de ces imaginaires? En quoi ça permet d'accélérer la transformation sociétale? Selon quelle mécanique? Et puis, est-ce que vous voyez, Valérie, des freins et des blocages ou au contraire des leviers pour une bonne mise en œuvre? Merci beaucoup. Je pense que ça va un peu compléter ce que Benoît a dit tout à l'heure. Déjà, peut-être pour vous dire aussi par rapport à ce que disait Henri Bergeron, à l'ADEME, quand on a mis en place la stratégie grand public en 2018, bien évidemment, notre objectif, c'était de massifier les changements de comportement pour aller vers une société qui soit plus sobre, plus solidaire, créatrice d'emplois, voilà. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre en place cette stratégie-là sans se transformer nous-mêmes. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez intéressant et ça nous a obligés à une forme d'introspection, quelque part. Et notamment avec deux principes, parmi tous les principes, deux piliers assez fondamentaux qui étaient celui de l'écoute. On est dans une société, dans une organisation d'experts, d'expertise, et comment écouter tout le monde, pas seulement les sachants experts, mais aussi l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les citoyens. Déjà, c'est quelque chose qui modifie un peu la façon de faire. Et puis, comment, quand on est un établissement public sous tutelle, aller plus loin que ce que l'on pourrait faire naturellement en promouvant, en mettant en avant des valeurs d'audace et donc de partenariat, puisque ne jamais travailler seul en se disant, ben voilà, j'ai raison, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc déjà, une modification, le fait aussi que au sein de l'agence, notre président à l'époque, Arnaud Leroy, souhaitait aussi qu'on renforce la dimension de l'intelligence collective, donc de travailler avec des méthodes qui sont aussi différentes au sein des organisations. Je pense que ça a un impact qui me semble aussi important. Pour revenir sur les questions d'environnement, je vous ai apporté quelques données, parce que je pense que c'est aussi important. Vous savez, à l'ADEME, on fait des rapports, des études, enfin, voilà. Et parmi celles-ci, on a des baromètres. On a un baromètre sur les représentations sociales, notamment de l'effet de serre. Je pense que c'est intéressant de redonner les résultats du 23e baromètre là, qui sont sortis en fin d'année dernière et qui nous disent que voilà, les Français ont une certitude des causes anthropiques du changement climatique à 81%. C'est le chiffre le plus haut jamais atteint depuis 23 ans. Voilà, donc je pense que ça, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y en a aussi qui nous disent à 72% que les conditions de vie, elles vont devenir extrêmement pénibles d'ici une cinquantaine d'années. Idem, c'est le chiffre le plus haut jamais atteint, plus 8 points par rapport à l'année dernière. Et il y en a 51% qui nous disent « j'ai subi, beaucoup, souvent ou parfois, un événement climatique extrême ». 51%, là aussi, le terrain a été fait au mois de fin juin, début juillet, donc avant que les événements climatiques extrêmes touchent vraiment encore plus fortement la France. C'était un Français sur 3 en 2015. C'est intéressant de voir cette accélération. Je n'ose imaginer
le chiffre qui va nous être donné quand on fera la 24e enquête au printemps prochain. D'autre part, on a aussi l'étude avec le baromètre Greenflex ADEME qui nous dit, voilà, il y en a 7 Français. C'est du déclaratif, mais c'est intéressant parce que comme c'est du baromètre, forcément, ce qu'il faut regarder, c'est la tendance, la façon dont ça évolue. À 7 Français sur 10 disent, je vois le lien entre les choix de consommation et l'avenir de la planète. Très bien. 90% disent, on est dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Très bien. Et 83% qui disent, je voudrais vivre dans une société où justement la consommation prendrait moins de place. Et enfin, le dernier chiffre, je pense qu'il faut partager, 87% qui nous disent que plutôt que d'innover à tout prix, il faudrait revenir à l'essentiel et au bon sens. Fantastique. Donc normalement, avec tout ce déclaratif, on passe à l'action. Moi, j'ai écouté, je me dis, allez, hop, ça y est, ils sont rationnels. Au départ, j'étais économiste. Donc, effectivement, la théorie néoclassique, etc., de l'information, ça fait 30 ans que l'ADEME existe. Il y a les rapports du GIEC, il y a tout un tas de théories. Visiblement, ça n'a pas complètement fonctionné. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Pourtant, il y a cette différence entre la connaissance et la sensibilisation et le passage à l'action. Et les Français nous disent aussi, nous sommes dans une dissonance cognitive permanente. Et cette dissonance cognitive, en gros, en plus, si on ajoute au fait qu'on est dans une société qui est fondée sur le doute et sur la défiance, doute et défiance vis-à-vis de la politique, mais aussi vis-à-vis des entreprises. Le même rapport Greenflex, ADEME, c'est un chiffre que je donne souvent, mais comme il ne bouge pas beaucoup d'année en année, je suis obligée de donner le même. Il n'y a que 30% des personnes interrogées qui déclarent faire confiance aux grandes entreprises. Donc, c'est assez intéressant. On est dans une société de la défiance avec aussi un repli qui est extrêmement important et avec des nouvelles formes de démocratie qui vont progressivement se mettre en place avec des logiques plus de communauté, ce qui implique aussi de retravailler sur la question démocratique pour pouvoir travailler sur ces questions de changement de comportement. Bref, tout ça, ça nous a montré aussi que pour travailler vis-à-vis d'une stratégie efficace ou que l'on souhaite efficace en direction du grand public, mais il nous fallait travailler d'abord par une approche systémique et non pas par silo, donc c'est-à-dire mêler à la fois des thématiques d'intervention. On a beaucoup de thématiques d'intervention, donc faire des thématiques prioritaires, priorisées, je mets simple, du ciblage par rapport à des publics cibles, de façon à voir à quel moment c'était efficace, et puis également de travailler en fonction de moments et de lieux de vie. Voilà. Et dernier point, de travailler sur des partenariats. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'au cœur de cette stratégie, il y a la question des récits et des imaginaires, la question des normes sociales. Je ne sais plus lequel, vous l'avez dit tous les deux, cette question-là qui est absolument déterminante. Et aujourd'hui, on sait, et c'est un fait, qu'on vit et qu'on consomme au-dessus des ressources de la planète. On est dans un schéma où, en gros, aujourd'hui, si je schématise, on a d'une part une société ultra consumériste où la consommation, c'est une fin en soi, puisque ce que l'on nous dit, c'est que consommer, c'est le bonheur. D'accord ? Et tout ça, on est en plus dans un modèle linéaire qui a été propulsé par le marketing, par la publicité. On a aussi quelque chose qui fait qu'on est dans l'insatisfaction permanente et qu'on a toujours envie de consommer plus pour pouvoir posséder plus, etc. À l'opposé de ça, et donc ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, il n'y a pas de problème dans notre modèle, puisque de toute façon, tout ce qui régit notre système aujourd'hui, il est fondé là-dessus, que ce soit la hiérarchie au travail, que ce soit le partage du travail, de l'espace, des modes de production, des modes de consommation. À l'opposé de ça, on a un autre schéma, un schéma que je vais qualifier de survivaliste, avec des gens qui sont très conscients du péril face auquel nous sommes et qui donc prônent des logiques survivalistes ou des logiques de violence. Et puis, au milieu de tout ça, on a quand même, on se rend bien compte que comme le système actuel, il n'est absolument pas viable, on a des pousses d'autres récits, et je mets un S à autres récits, qui justement sont des récits de sobriété, mais comment faire pour faire émerger
un contre-récit au modèle dominant, c'est-à-dire à celui du récit actuel du consumérisme, qui, justement, rendent la sobriété et la résilience désirables, c'est-à-dire à l'opposé de ce que l'on nous a, disons, inculqué, mis dans la tête depuis les années 50 avec l'American Way of Life notamment. Et en plus de tout ça, il faut ajouter qu'on est donc dans cette crise économique, dans cette crise écologique, dans une crise sanitaire, mais on est aussi dans une crise de nos relations au monde et de nos relations au vivant. Aujourd'hui, on nous a progressivement, en gros, éloignés de notre relation au vivant. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué pour les gens d'envisager autre chose qu'un être humain dominant la nature. C'est extrêmement difficile d'envisager les êtres vivants au lieu des êtres humains, ce qui changerait complètement la face des choses. À partir de ce moment-là, ce qui nous est apparu important, c'est que il faut qu'on puisse se libérer de ce récit dominant dont nous sommes prisonniers, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est le système. Or, essayer de se libérer du système avec un grand S, c'est particulièrement compliqué. Et comment faire pour aller vers ça? Comment faire pour percevoir qu'il y a d'autres chemins possibles? Parce que c'est ça, aller vers des nouveaux récits, c'est de s'ouvrir le champ des possibles, c'est d'avoir le courage, oui, de faire le pas de côté pour regarder quels sont les autres chemins qui peuvent nous amener aussi à une autre forme de bonheur. Comment faire pour que, le plus de liens, moins de biens devienne la règle et que ce soit, j'allais dire, l'être plutôt que l'avoir qui devienne dominant. Soyons clairs. Il y a des gens, néanmoins, et c'est pour ça que ce n'est pas un discours qui se veut dogmatique et qui se veut pouvant s'appliquer de façon unilatérale. Il y a des personnes dont les besoins essentiels ne sont absolument pas satisfaits et qui, bien évidemment, auront besoin d'avoir davantage, que l'on soit tous bien d'accord là-dessus. Alors, pour faire advenir ce récit, parce que nous sommes des êtres de récit et que nous avons besoin de récit, on a plusieurs points qui nous paraissent importants. D'abord, les points qui nous disent sur quoi nous nous sommes trompés. Bon, on a parlé en tonnes d'équivalent CO2, on a parlé en tonnes de déchets à réduire, c'est pas très enthousiasmant, c'est important, mais c'est pas enthousiasmant pour les personnes. On n'a pas du tout essayé, on s'est dit, les gens nous déclarent que tout va bien et qu'ils sont favorables et qu'ils sont sensibilisés, donc ils vont agir, ils sont rationnels. Là non plus, ça n'a pas bien fonctionné. On a utilisé des termes et de la sémantique qui étaient des sémantiques d'experts. Alors, économie circulaire, à l'heure actuelle, c'est en train de rentrer dans l'esprit des gens, mais j'en ai un autre pour vous, pardon, monsieur Depichelin. Par exemple, à un dîner en ville, je vous conseille l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vous garantis les faits. Voilà. Et on a utilisé des termes qui nous ont éloignés des sujets, éloignés du quotidien. J'ajoute à ça les questions d'images. On sait aujourd'hui l'importance, le rôle des images. Et ce qu'on a préféré faire, c'est, on nous a souvent montré, vous savez, l'ours blanc dérivant, famélique, dérivant seul sur sa banquise, qui faisait que forcément, ça nous semblait tellement éloigné que, voilà, c'était pas chez nous, c'était pas ici, c'était pas maintenant et ça ne nous concernait pas. Et puis enfin, alors est-ce que c'est spécifique à la France? Je ne sais pas, mais mes compétences s'arrêtent là, mais M. Bergeron pourra certainement nous éclairer. On s'est dit, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ces sujets-là, puisque il n'y a pas besoin de raconter une histoire qui donne envie ou autre, etc., étant donné qu'aujourd'hui, il nous suffit de regarder les choses de façon froide et rationnelle. Et donc, si on envoie toute l'information du monde, on va forcément encourager les changements de comportement. Bon. Et ce rationnel, ça ne fonctionne pas. À l'inverse, il y a des gens qui se sont dit, je vais adapter quelque chose d'extrêmement émotionnel et je vais tout fonder sur l'émotionnel. Là non plus,
on avait un dogme versus un autre dogme. Est-ce que ça peut fonctionner? Non plus, parce que du coup, on était sur une question de l'écologie qui était une question politique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'était des batailles entre des ailes droites et des ailes gauches, si je puis dire. Et donc, les gens se sont éloignés aussi de cette problématique en se disant que de toute façon, on ne parlait que de politique et donc on ne parlait pas de leur quotidien. Nous, ce qu'on a souhaité faire dans les travaux que nous avons menés avec un ensemble de partenaires, bien évidemment, c'est d'essayer de parler de manière sincère, de manière forte, de la transformation que ça allait nécessiter et de ne pas occulter les difficultés. On veut essayer de mettre en place un discours qui soit certes positif, mais sans être bisounours, et qui soit un discours qui nous permette aussi d'aller, montrer que la transition écologique, il faut entendre écologie au sens de culturel. Et que le mot écologique, c'est aussi derrière quelque chose qui est lié à la société, qui est sociétal. Si on aborde la question écologique par l'angle de la transition culturelle, alors du coup, l'ensemble des acteurs du monde de la culture, de la communication, de la publicité ont un rôle déterminant à jouer parce qu'ils ont une responsabilité énorme. La question étant de savoir si oui ou non ils vont accepter de s'en emparer. À bon escient, c'est une partie de l'interrogation. Et ce que je trouve dans ce cadre particulièrement intéressant, c'est qu'effectivement, les nouveaux récits, ça doit nous amener à réinventer et à se reposer des questions sur quels sont nos modes de production, quels sont nos modes de consommation, mais quels sont nos modes de relation, nos modes de vivre ensemble. Tout un tas de choses que l'on oublie complètement quand on parle simplement de ces questions d'écologie à l'aune du rationnel. Et donc, pour nous, l'important, c'est de diffuser des récits encapacitants, c'est-à-dire des récits qui vont donner envie de passer à l'action. Pour cela, ça veut dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'univers dans lequel nous sommes, eh bien, montre que non seulement c'est possible, que c'est désirable, mais que ça ne va pas changer les choses dans le sens où ça va quand même permettre que l'on ait un confort, que l'on soit quand même bien, entre guillemets, et donc que cela puisse paraître comme étant un progrès et non pas comme quelque chose qui soit vécu uniquement comme une contrainte ou comme une restriction. Un récit encapacitant, c'est quelque chose qui va nous dire que oui, faire du vélo, ça peut être pour aller au travail, ça peut être agréable quand c'est possible. On n'est pas sur quelque chose qui soit binaire. Ça, c'est important. C'est que bien souvent, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on dit « Ah bah oui, mais vous parlez que du vélo, donc moi, je ne peux pas faire de vélo, donc ce n'est pas pour moi. » Montrer que dans certains cas, oui, c'est particulièrement positif. Rendre aussi une alimentation plus flexitarienne positive. Mais comment faire? À partir du moment où on n'a fait que de parler en tonnes équivalent CO2 à réduire ou en tonnes de déchets, etc., et qu'on a réduit ça à une question de carbone et de comptabilité, franchement, on est passé à côté de la vision. Comment est-ce qu'on peut rendre une vision? Et à ce titre-là, les travaux que l'ADEME a menés, notamment sur les scénarios, je ne sais pas si vous les connaissez, les scénarios transition 2050, ils contribuent à apporter une vision. Une vision qui va permettre aux gens, non pas de leur dire c'est comme ci ou c'est comme ça, mais quelque chose qui va permettre de débattre. Notre idée était vraiment de les sortir, on les a sortis en novembre 2021, fin novembre 2021, dans la mouvance du débat présidentiel qui était en cours. Pourquoi? Parce que c'était important d'apporter aux citoyens de quoi se projeter entre un scénario 1, génération frugale, un scénario 2, coopération territoriale, un scénario 3, technologie verte, ou un scénario 4, Paris réparateur. Il y a de quoi débattre. Et il y a de quoi se demander, mais dans quel monde je veux vivre? Et en fait, c'est ça qui, pour nous, est extrêmement important. Et c'est là où aussi, donc il y avait ces scénarios-là qui sont importants, et puis le travail également avec des imaginacteurs. Alors les imaginacteurs, c'est un très joli terme qui a été
inventé par justement un jeune homme qui s'appelle Jules Collet, qui était en M2 avant d'intégrer en stage chez moi en début d'année, et qui dit que voilà, les acteurs de l'imaginaire, parce que c'est une contraction, si vous avez envie d'avoir accès à son mémoire, il est disponible dans la librairie de l'ADEME, son mémoire de M2. Et donc, ces imaginateurs, ce sont des acteurs qu'il a positionnés entre un axe vertical de l'influence et un axe horizontal de l'intérêt, d'accord? Avec au centre le citoyen. Remarquez que je dis citoyen, alors qu'à l'heure actuelle, dans le récit dominant, il faudrait dire consommateur. On oublie, on est avant tout des citoyens. On peut le répéter comme un mantra, mais je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que si on n'engage pas et si on n'embarque pas les citoyens, alors il n'y aura pas de transformation de la société. Et on voit que parmi ces imaginateurs qui sont à mobiliser, parce qu'ils ont un rôle puissant, que ce soit en matière d'influence et en matière d'intérêt, eh bien, on a en premier lieu les acteurs culturels. C'est extrêmement intéressant. Parce que ces mêmes acteurs culturels, ensuite on a les marques, je vous raconterai après. Ensuite, on a la publicité et la communication. Et puis un petit peu moins influent, quoique, parce que c'était une photographie qu'il avait faite à un instant T, mais néanmoins avec un intérêt extrêmement fort, les collectivités territoriales. Et je trouve que ce schéma est particulièrement fort et intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous parle de gens qui ont une responsabilité énorme sur les représentations sociales qui sont véhiculées. Que l'on parle de la publicité, que l'on parle des marques. Aujourd'hui, ce qui véhicule vers nous, c'est l'image d'un monde consumériste, en général compétitif, et qui en plus est techno-solutionniste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans nos baromètres, les gens sont conscients que c'est avant tout les modes de vie qu'il va falloir changer, et ils ne sont plus que 11% à dire la technologie va nous sauver. Donc, voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ensuite, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les imaginateurs, les acteurs culturels, et notamment que ce soit par les arts vivants, les arts audiovisuels, mais même les arts numériques, ils projettent sur nous un certain nombre de représentations. Or, si on faisait un sondage à l'heure actuelle, dans les images du futur, en règle générale, vous auriez plutôt tendance à me parler de dystopie. Vous me parleriez de Blade Runner, de Mad Max, pour certains d'entre vous, de Soleil Vert, etc. Pas nécessairement de Avatar, le premier, Nausicaa de Miyazaki ou Dark Waters. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que justement, comment ces acteurs culturels qui ont un pouvoir extrêmement puissant sur nos représentations peuvent, par la définition, par la mise en musique, j'allais dire, de nouveaux imaginaires, venir changer nos représentations du monde. Et on travaille à l'heure actuelle sur un certain nombre de projets, alors que ce soit avec la Fabrique des récits, qui est pilotée par Spark News, ou avec un collectif réuni autour de Blue Nov. Vous savez, ils font des civic tech, du festival Atmosphère, entre autres, du collectif Atmosphère. Donc, on pilote avec ces deux derniers ce qu'on appelle un projet d'assemblée citoyenne des imaginaires. Ce projet d'assemblée citoyenne des imaginaires qui va bientôt être lancé, donc voilà, c'est un peu une spoiler alerte, ça vise à dire que l'idée, c'est de recruter un petit millier de personnes, de profanes, qui sont comme des scénaristes profanes, qui vont aller raconter leurs imaginaires. Ces imaginaires, une fois qu'ils auront été aussi formés à nos problématiques, ces imaginaires vont être confrontés, ces scénarios profanes vont être confrontés à des scénaristes dont c'est le métier, cette fois-ci des scénaristes professionnels. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ce projet, on va identifier 4 projets majeurs qui vont ensuite, dans un deuxième temps,
pouvoir être proposé à des partenaires, hein, puisque aujourd'hui, par exemple, on a TF1 qui est partenaire et puis d'autres. Et donc, l'idée étant d'en faire à partir de la remontée des imaginaires comment s'appelle, des citoyens, une autre façon d'embarquer et pourquoi pas de créer des blockbusters loin de ceux que l'on nous propose aujourd'hui et de pouvoir créer une envie d'une autre relation au vivant, d'une autre relation au monde, d'une autre façon de produire, de consommer et donc d'une nouvelle narration du monde. Et c'est en ça que pour nous, d'accompagner la narration du changement du monde de demain, ça nécessite de construire des nouveaux objets culturels, ça nécessite de travailler avec de nouveaux partenaires de façon à pouvoir nous permettre d'aller plus loin. Et ça nécessite aussi, c'est mon dernier point, de travailler autrement sur les questions de pédagogie, d'éducation, pour pouvoir justement libérer nos imaginaires. Comme je l'ai expliqué, on est englué dans un statu quo aujourd'hui. Il nous faut donc, pour faire ce pas de côté, c'est pas si simple que ça. Et donc, à ce titre-là, nous sommes particulièrement intéressés par les techniques, notamment, par les choses qui se mettent en place autour des communautés apprenantes, des communautés de pairs qui permettent d'aller plus loin et que l'on trouve particulièrement fortes. Le fait aussi que petit à petit, on voit que on a d'autres façons également de partager les expériences avec des choses qui se mettent en place au niveau des collectivités territoriales ou notamment par le CERDD. Donc le CERDD, c'est le Centre de ressources du développement durable qui se trouve à Los Angeles. Eh bien, on va avoir des propositions d'outils pour justement accompagner la mise en récit territorial. On a même, par exemple, au sein de Nantes Métropole, un poste qui vient de se créer de chargé de mission de récit territorial. Et tout ça, c'est poétique, vous voyez. Ça génère aussi une émotion quelque part sur les gens, sur la façon dont ils vont appréhender tout ça une fois la première surprise passée. Et de pouvoir justement travailler autrement, avoir une nouvelle forme de pédagogie qui se rapproche des citoyens, qui se rapproche d'une autre façon de narrer l'histoire du monde. Donc voilà, on est en plein dans ces accompagnements différents pour justement tester, d'où aussi, je pense que j'aime beaucoup, parce que je crois beaucoup au test and learn, des nouvelles façons de parler. Et ce n'est pas si simple que ça, de se dire que nous aussi, en tant qu'organisation d'experts, eh bien, on va aller travailler en ce sens sur des problématiques pour pouvoir justement accompagner les changements de comportement. Merci beaucoup Valérie. On voit que ça change peut-être la cible, mais ça change aussi l'émetteur, des autres façons de travailler, de concevoir les relations au public. Alors Valérie, Catherine, il te reste la lourde tâche de faire ton speech en pas trop longtemps. Est-ce que tu te sens d'attaque pour parler des entreprises et de façon très opérationnelle? Absolument. Oui, alors c'est extrêmement passionnant d'entendre vos différents points de vue, de faire ces 360 degrés autour du sujet. Moi, je voulais partager avec vous tous et toutes la manière dont, en fait, on peut intégrer à la fois les sciences comportementales et les nouveaux récits dans le toolkit, transformatif. Hein, alors là, je parle au DIRCOM, je parle au patron RSE, mais à tous les gens qui sont dans cette position de transformation. Et je voulais voir avec eux et je voulais vous parler de la manière dont, la raison pour laquelle c'est absolument nécessaire pour l'entreprise d'intégrer ces deux leviers et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans une logique à la fois de communication et d'efficacité responsable. Alors, la première question que je voudrais aborder, c'est pourquoi, effectivement, quand on travaille avec des marques, quand on travaille avec des sociétés, des entreprises, pourquoi est-ce que ces entreprises doivent faire appel à Benoît, à moi, et faire appel à ces techniques, sachant que je vais commencer par une petite confidence que m'a faite
un patron RSE d'une boîte qui fait référence dans le sujet, qui m'a dit mais c'est assez triste parce que finalement aujourd'hui les choses qui font bouger les lignes, il y en a deux dans nos organisations, dans nos entreprises, ce sont les contraintes juridiques et deux, le risque réputationnel. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et alors la mauvaise nouvelle pour les entreprises, c'est que sur ces deux plans, les choses ne vont pas s'améliorer. La pression ne va faire que continuer à s'alourdir. Vous avez vu d'ailleurs peut-être, c'est tous les jours, puisque vous avez vu que Mediapart cet après-midi nous annonçait que Total Energy était visé par une enquête préliminaire pour mensonge climatique et après une plainte de 3 ONG dont Wild Legal. Et ce soir, en sortant de cette séance, vous pourrez voir sur Cache Investigation un programme sur donc France 2 qui s'appelle Super Profil et multinationales s'habillent en vert. Donc on est vraiment dans ce quotidien. Alors quand on est quand on est patron marketing, patron de la com, patron RSE, qu'on est dans cet univers-là, on a une forte tentation, c'est finalement de passer du greenwashing au greenwashing et de se dire je vais rien dire, je vais pas non plus parler de ce que je fais très bien et puis on va passer comme ça et ça c'est pas une tentation parce que c'est en tout cas l'expérience et c'est le vécu qui est le nôtre dans les entreprises en ce moment. Alors, c'est franchement pas la bonne solution, sachant que en réalité, cette solution de greenwashing, elle va très fortement fragiliser le modèle d'affaires des entreprises parce que l'enjeu aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on fait le lien, et je fais le lien fortement avec les sciences comportementales, avec toutes les limites qu'on a pu aborder et avec les nouveaux récits, l'enjeu pour l'entreprise, c'est plus tant de faire savoir que de faire advenir. Et c'est aussi une formule que j'emprunte à l'ADEME, mais qui est particulièrement criante aujourd'hui. Alors, faire advenir quoi ? Faire advenir, faire en sorte que le responsable devienne le nouveau standard de consommation en rendant justement le durable désirable. Alors, quand on parle de faire advenir, on est tout de suite dans une logique performative, on est tout de suite dans quelque chose qui incite à l'action et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les sciences comportementales et les nouveaux récits sont bienvenus. Alors, la question qui se pose quand on est en responsabilité, c'est comment on fait advenir en utilisant justement ces deux techniques pour les inscrire dans ces logiques de communication et d'efficacité responsable. Moi, je vois humblement cinq mots d'ordre réellement. Je voulais les partager rapidement avec vous. Le premier mot d'ordre, en fait, pour l'entreprise, quand elle veut utiliser ces techniques, c'est de s'inscrire absolument et radicalement et définitivement dans le réel. Tu l'as évoqué, Valérie, les Français, effectivement, aujourd'hui, ont tout à fait conscience du lien qui existe entre leur choix de consommation et l'avenir de la planète, mais ils sont aussi, effectivement, comme tu l'as évoqué, soumis à des injonctions contradictoires. On est dans un contexte, alors, on ne revient pas sur vous savez qu'il y a des biais déjà qui concerne directement la transformation responsable, puisqu'on parle souvent des biais d'inertie, du biais de surconfiance. On a toujours tendance à penser que l'être humain s'est toujours bien tiré des pires situations, donc ça va continuer. Et puis, on a surtout un biais du temps présent. Donc, on a de toute façon ce poids qui pèse, ces biais pèsent sur l'individu, mais on est dans une situation aujourd'hui où le contexte d'hyperinflation, le contexte le rapport qu'on entretient à la sobriété, tu parlais de la sémantique, mais il y a ce mot de sobriété aussi pose question. Pour les Français aujourd'hui, ça implique un changement de style de vie, mais certainement pas une régression. Donc tout ça fait qu'il y a un chiffre en tout cas que je voulais partager avec vous, c'est que 79% de ces Français qui sont conscients de ce lien entre consommation et avenir de la planète, en fait, sont favorables à la sobriété, mais ils ont besoin d'aide. Et ils ont besoin qu'on les aide de manière réaliste. Et c'est là que le rôle de l'entreprise se place. Et tu l'as évoqué aussi, le rôle de l'entreprise, c'est vraiment de définir cette nouvelle norme sociale. Et cette nouvelle norme sociale, elle tourne autour du moins, mais du mieux. Et surtout, elle ne rime en aucun cas avec austérité, avec privation, avec exclusion sociale. Et c'est en ça que je dis que fondamentalement, l'entreprise doit se placer dans le réel de ses attentes, dans le réel de
ces contradictions et dans le réel de ce qui est exprimé par les consommateurs. Alors, juste, je vais vous donner quelques exemples rapidement. C'est toujours mieux quand on illustre les choses. La manière de prendre les choses quand on est une entreprise et les changements de comportement de manière réaliste. Et on a travaillé avec Benoît on a réfléchi avec Benoît sur la problématique de la fast fashion. On a réfléchi notamment sur comment aider les jeunes à résister à la fast fashion. Et on s'est aperçu on sait que 30% de la génération Z est addicte à la fast fashion. Et encore une fois, les entreprises de mode et de luxe qui veulent s'attaquer à ce sujet, puisqu'il s'agit de défendre l'industrie et la filière textile française. Il s'agit en aucun cas justement de s'appuyer sur des nouveaux récits qui seraient un peu trop naïfs. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, réalistement. Et avant de parler d'écologie et avant de parler de récits idylliques, il s'agit de parler de mode et il s'agit de bien comprendre effectivement que le levier de la mode, ça reste une mise en avant de soi-même, ça reste du plaisir, ça reste du fun. Et c'est quelque chose qui doit être intégré. Il n'y a pas qu'une manière d'appliquer les nouveaux récits, il n'y a pas qu'une manière de jouer la carte des sciences comportementales. Deuxième exemple rapidement, on est dans une logique aujourd'hui, on parlait d'alimentation, il est évident et on le sait tous, qu'un des facteurs, des leviers importants de baisse de gaz des émissions, c'est de moins consommer de viande. Alors, pour des grands groupes comme Bell, par exemple, il y a un enjeu absolument énorme à aujourd'hui passer d'un modèle qui consiste à vendre 80% de protéines laitières versus 20% de protéines végétales et de passer à 50-50 dans quelques années. Et là, c'est pareil, on fait ça en étant accompagné justement par les sciences comportementales et par les nouveaux récits, mais avec réalisme. Et le réalisme, c'est, comme le disait d'ailleurs une dirigeante du groupe Bell, moi, on ne m'a jamais appris et on ne nous apprend pas en France à cuisiner le tofu. Donc, le tofu, en réalité, pour nos palais, c'est pas très bon. Et l'injonction à changer de mode de consommation et quels que soient les contenus qu'on puisse mettre derrière, c'est assez compliqué. Et donc, ça veut dire prendre le réel, parler de goût, parler d'éducation, parler de pédagogie. Et je vous raconte simplement, je vous donne cet exemple, c'est que j'ai participé donc à une fresque des nouveaux récits que je vous invite à faire si ce sujet vous intéresse. Et on avait travaillé justement sur cette problématique de l'alimentation et le groupe avait abouti à un projet justement de nouveaux récits qui consistait à faire un Top Chef veggie. Et ça rejoint effectivement le programme de télé-réalité de Benoît. Alors je fais vite parce que je voudrais qu'on vous laisse beaucoup de temps le plus de temps possible pour les questions. Le deuxième mot d'ordre, en fait, c'est d'être congruent. Alors certes, les entreprises sont là pour aider et elles doivent prendre ce rôle d'aider les consommateurs à gérer ce changement de modèle et à les aider concrètement à faire les bons choix en matière de consommation. Mais l'entreprise, avant tout, alors la congruence, vous savez, c'est aligner en fait ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et pour l'entreprise, c'est absolument fondamental de comprendre que du point de vue du consommateur, il est impossible de ne pas associer les récits aux actes, justement. Et les discours ne suffisent plus, tu l'as évoqué, 30% des gens seulement font confiance aux grandes entreprises et surtout 84% des Français ont besoin de preuves pour croire aux engagements responsables des marques. Donc, au-delà de ces offres, on va encore beaucoup plus loin dans cette congruence, puisqu'on parle fondamentalement d'un changement de modèle marketing, et puis on passe surtout d'un modèle linéaire à un modèle circulaire et de production et de consommation. Ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, il y a une boucle vertueuse qui s'installe entre, d'un côté, ces nouveaux modèles qu'il faut mettre en place, et puis de l'autre côté, l'apport que doit, l'apport essentiel des sciences comportementales et des nouveaux récits pour nourrir effectivement et faire passer ce nouveau modèle. Je vous clarifie le point en vous donnant l'exemple suivant. Dans l'industrie, encore une fois, de la mode,
et du luxe. Je rappelle que c'est le 6e secteur le plus polluant au monde. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus que à la fois le transport maritime et le transport aérien mondialement. Donc, c'est assez colossal. Il se trouve que ce secteur est très peu cru quand effectivement il se déploie d'un point de vue responsabilité. Et la France, évidemment, là aussi, c'est un des fers de lance industriels de la France, ce secteur. Donc, les marques françaises du prêt-à-porter donnent l'exemple à l'Europe et ont investi et consacreront près d'1 milliard d'euros. Alors ça, on ne le sait pas beaucoup, mais il y a 1 milliard d'euros qui vont être investis et portés fléchés vers la collecte et le recyclage des textiles usagés sur la période de 2023 à 2028. Alors là, on se rend compte tout de suite qu'effectivement, il y a cette congruence. Les entreprises cherchent de ce secteur à se responsabiliser et surtout à se crédibiliser, mais on se rend bien compte quand même assez vite que sans les sciences comportementales, sans les nouveaux récits, etc., on va avoir du mal à rentabiliser réellement ce milliard qui va être investi, parce que c'est pas du jour au lendemain, quand bien même y aurait-il un point de collecte au bout de votre rue ou en bas de chez vous, qu'on va aller effectivement réparer ces vêtements, les recycler, etc. Troisième point, troisième mot d'ordre que, en tout cas dans ma pratique, je trouve important d'intégrer quand on est une entreprise et qu'on veut utiliser ces leviers, c'est qu'il faut se placer dans une logique d'écologie de contrat. Alors là, j'appuie directement sur un biais qui est le biais d'engagement. Alors il y a des très jolis cas chez Ogilvy, mais en gros, ce qu'il faut retenir, mais ça vaut pour nous tous, c'est que quand on signe quelque chose, forcément, si on s'engage à faire quelque chose, généralement, si on signe quelque chose, on va plus être enclin à le faire. Et ça, c'est un levier, effectivement, qu'il est important d'intégrer quand on veut justement redonner un peu de puissance encore et d'efficacité justement à ces deux leviers sur lesquels on se penche aujourd'hui. Deux exemples encore sur ce biais, sur cette logique d'écologie de contrat qui est très vertueuse. Un exemple sur lequel on a travaillé avec Benoît pour Paris Good Fashion, justement, et on a contribué à une campagne de sensibilisation à l'utilisation des colis réutilisables. Et là aussi, il y a 1,5 milliard de colis qui sont échangés en France par an. Il est évident que on voit tout de suite que si on a des colis qu'on peut réutiliser 100 fois, ça va être assez efficace. Encore faut-il que les gens les utilisent. Et c'est vrai que c'est assez important là de leur faire signer en tout cas une option, de leur faire cocher cette option dès le début de la commande pour que une fois qu'ils reçoivent le colis, ils s'engagent finalement à le reposter et le chemin va pouvoir se poursuivre. Deuxième exemple que vous avez dû voir passer notamment en 4x3 dans le métro au mois de janvier, c'est une opération anglaise qui s'appelle le Veganuary. Ça marche extraordinairement bien. Donc, c'est-à-dire que pendant tout le mois de janvier, il s'agit justement de s'adonner aux pratiques véganes. Simplement, les résultats de l'année dernière, 630 000 participants à cette opération, sachant que cette opération consiste effectivement à produire et à partager avec les participants des recettes, des tips effectivement d'ambassadeurs, de chefs, etc. Donc, on est dans des nouveaux récits, mais là encore une fois, dans cette logique d'engagement personnel. Et je vais terminer rapidement. Il y a quelque chose aussi, un mot d'ordre qu'il est important de garder. Et quand on est publicitaire, ça a toujours été quelque chose qui était important pour nous d'avoir en tête, c'est qu'il faut être radical. Quand on met en place une logique, alors en finesse évidemment, mais une logique d'utilisation de nouveaux outils comme ça, c'est bien de garder cette radicalité en tête. Et je vous invite à lire un rapport. L'ADEME est partie prenante de ce rapport. C'est le rapport d'Ors, qui est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est présidé par Hélène Valade, qui est la directrice RSE du groupe LVMH. Et en fait, c'est bien la radicalité qui met en mouvement. Donc, ça vaut pour tout, mais ça vaut aussi pour les actions autour des sciences comportementales et pour les nouveaux récits.
J'en appelle à Fabrice Bonifay, qui est le directeur RSE du groupe Bouygues, qui est le patron du C3D, le collège de ces directeurs, et qui a cette formule remarquable qui dit: le conservatisme aujourd'hui, c'est ça la vraie radicalité. Et c'est important de garder en tête que cette radicalité, ça ne veut pas dire l'extrémisme, hein, mais ça veut dire en tout cas aller le plus loin possible sur son propre chemin. Cette radicalité, elle est demandée à l'interne par les collectifs de salariés, elle est demandée par les consommateurs. On s'interroge souvent de savoir à quoi servent les opérations d'extinction, rébellion, etc. Les Anglais nous ont montré que cette radicalité-là fait augmenter l'adhésion au mouvement modéré. Donc, il y a de toute façon toujours une puissance on va dire, un halo autour de la radicalité qui est intéressante. Et juste un petit exemple, encore une fois, pour illustrer les choses, c'est l'exemple d'une application américaine qui est dédiée à la seconde main, qui, alors elle va reprendre tous les principes que je viens de vous expliquer et vous exposer précédemment, qui, en fait, pour lutter contre la fast fashion et cette addiction dont on parlait, des jeunes, prend les choses de manière réaliste comme une addiction, la traite comme une addiction, et a mis en place une hotline ultra fast fashion, en appuyant sur une autre addiction qu'ont les jeunes, qui est celle des séries télé et des séries Netflix. Et ils utilisent une actrice de la série Stranger Things qui finalement permet à tous les jeunes de se retrouver à pouvoir appeler cette hotline si en plein milieu de la nuit, ils ont envie de continuer à se retourner vers Chine. Donc ça, c'est un exemple qui est très frappant, parce que oui, on est dans le réel, oui, on est dans cette congruence et cet alignement, l'entreprise va jusqu'au bout de sa démarche. Oui, on est dans cette logique d'engagement et de contrat, d'écologie de contrat, puisque quand on a discuté avec cette hotline qu'on s'est engagé à ne pas commander, on ne va pas commander. Et on est aussi dans une radicalité parce qu'on traite l'addiction au niveau où elle doit être traitée. Et je conclue. Et je reviens, je conclue et je vais dans le sens de ce que tu disais. Il faut aussi avoir du courage. Il faut avoir du courage quand on est patron et en charge, en tout cas patron de cette transformation dans son organisation, parce que il faut avoir le courage des options fortes, le courage d'aller chercher des nouveaux prestataires, des nouveaux interlocuteurs. Il faut avoir le courage de former, de déformer ses collaborateurs, de se tourner vers des nouveaux auteurs, d'aller peut-être plus vers les artistes aussi. Il y a toute une source d'artivisme. Et il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et c'est toujours vertueux d'avoir du courage, parce que c'est le courage qui permet de passer à l'action. Et on rappelle que c'est l'action qui permet de faire baisser la tension et l'anxiété, et l'éco-anxiété en particulier. Et je termine vraiment sur un dernier conseil que moi je donne toujours aux startups que j'accompagne, qui est de dire que pour justement s'armer de courage, c'est toujours bien de ne jamais rester seul. Et pour explorer justement ces nouvelles voies, c'est bien de rejoindre des collectifs. Paris Good Fashion en est un, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est un petit peu les quelques principes que je voulais balayer avec vous. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va vous laisser la parole. Et on ne va pas pouvoir prendre énormément de questions, sauf si quelqu'un se propose de faire barrière par rapport à la pariteur. Oui, Bertrand, tu as une question? Oui, alors c'était absolument passionnant, merci vraiment. Il y a une question que je trouve que vous n'avez pas beaucoup abordée et que j'aimerais bien creuser avec vous, c'est la question du prix, en fait. Moi, j'ai écrit un roman d'anticipation économique qui s'appelle Ecosofia, et dans ce roman, en fait, j'ai imaginé un système qui permet d'inciter à la fois les producteurs et les consommateurs à acheter des choses plus durables. Alors, c'était notamment sur l'électroménager. Et je pense qu'il y a un problème systémique, et notamment dans le textile, qui est que finalement, si vous avez besoin de tel ou tel vêtement et que vous vous rendez compte qu'il y en a un qui est à 10-15 euros et qu'un autre vêtement en coton bio, etc., beaucoup plus durable, probablement, est à 50 ou 60 euros, c'est assez difficile de résister. Et donc, comment on pourrait imaginer un système qui effectivement pousse tous les acteurs vraiment vers
des produits plus solides, plus durables, etc. Merci beaucoup. Qui veut se lancer? Déjà, il y a une première piste qui est celle de la taxation carbone, puisque vous savez très bien que c'est, voilà, on parle de Chine, on parle des autres. Rappelons-nous de la formule de Jean Covici qui nous dit quand on achète chinois, on achète charbon. Donc, grosso modo, cette taxation qui vient d'être mise en place au niveau européen, c'est vrai qu'elle contribue déjà à faire remonter le prix. Mais il y a autre chose aussi qui va aider, mais là aussi, on a besoin des sciences comportementales pour poursuivre et faire en sorte que ça fonctionne. C'est que vous savez, depuis le 1er janvier, il y a une obligation pour les marques de vêtements dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 50 millions d'euros à mettre un QR code en fait sur l'étiquette de chaque vêtement qui va être en fait un peu son passeport, et on va voir le nombre de kilomètres qu'il a fait à chaque étape du cycle de production depuis le début jusqu'à la fin, et aussi le pourcentage de fibres recyclées. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui existe, en tout cas depuis le 1er janvier, ça existe. Comment est-ce qu'on en fait un levier, justement, qui fait que quelque part, ça redonne, en tout cas, de la valeur au t-shirt bio versus qui est français versus au t-shirt qui est beaucoup moins cher et qui vient de Chine et dont on va voir qu'il a fait 50 000 km ou 20 000 km et comment effectivement on travaille sur peut-être cette culpabilité aussi et au-delà de cette prise de conscience. Peut-être pour compléter, juste, il y a la question de l'indice de durabilité qui doit aussi apparaître en 2024. Aujourd'hui, on a juste un indice de réparabilité. Ça aussi, ça peut faire partie des indices qui vont pouvoir permettre de faire évoluer la façon dont les consommateurs vont appréhender leur rapport à l'objet. On est dans une question aussi du rapport au temps de façon plus globale. Donc, le fait aussi que dans la société, on ait une réflexion sur le temps long et non pas sur le côté Kleenex et immédiateté de la consommation, et de démontrer que justement, le fait d'avoir je parle d'objets parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des objets dont ils ne vont jamais se servir. Notamment, on montre dans une opération qu'on a menée qui s'appelait Oser changer, et où, quand on demande aux gens est-ce que vous savez combien vous avez de paires de chaussures, par exemple, ils sous-estiment beaucoup. Et hommes et femmes confondus, je tiens à le signaler, le nombre de paires de chaussures dont ils peuvent disposer. Donc, en gros, et voire même de vêtements, de chaussures qu'ils n'ont jamais mis. Et donc, c'est la même chose, le même mécanisme sur les questions de gaspillage alimentaire, puisqu'il y a une partie de la nourriture, toute classe confondue, que l'on achète, qui passe directement du rayon à la poubelle. Ça revient à ça. Donc, vous nourrissez la poubelle. C'est aussi dans le fait d'avoir cette pédagogie qui permet de faire comprendre que, en gros, on est dans un gaspillage d'argent, de notre argent, dont on aurait pu faire autre chose. On est dans un rapport au temps qui n'est pas le bon, puisque, en gros, on est dans une consommation extrêmement immédiate. Et le fait d'avoir des offres qui vont être aussi fondées sur l'usage et non plus sur la possession, peut être quelque chose d'assez intéressant. C'est l'objet de toute l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, le fait que les marques commencent à proposer ce genre de choses. Alors, je vais donner l'exemple de bocage, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il n'y en a pas beaucoup maintenant. En gros, c'est que plutôt d'acheter la paire de chaussures, vous allez la louer, et qu'une fois que vos 2 mois de location sont terminés, vous la rapportez, elle est reconditionnée, elle va être vendue dans le corner seconde main de Eram. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas acheté en tant que tel comment ça s'appelle, la paire de chaussures, mais que vous en avez acheté l'usage plutôt que la possession. Et ça aussi, le fait de voir ces nouveaux modèles se développer peut être aussi une façon d'avoir un rapport au prix et un rapport à l'objet qui va être différent. En tout cas, ça fait partie des travaux et des pistes que nous sommes en train d'étudier. C'est pas si facile que ça de changer de modèle quand on voit aussi des décathlons qui proposent aujourd'hui des options de location
de vélo, y compris pour les enfants de 2 à 12 ans. C'est une autre façon d'avoir un rapport, là aussi, à l'objet, à l'achat. Et d'ailleurs, c'est ce que dans le rapport Greenflex à thème, les gens nous disent, moi, j'ai envie d'acheter de consommer plus responsable, mais j'ai envie qu'on me propose des nouvelles offres, des offres qui me font envie. Parce que là aussi, bien souvent, malheureusement, dans la façon dont on va marketer ces offres responsables, on se rend compte que peut-être on n'utilise pas tout à fait les mêmes techniques marketing que celles qui vont être utilisées pour certaines marques de soda. Pardon, je complète juste un point positivement, c'est qu'il y a aussi une question de changement de regard. On avait évoqué sur les travaux qu'on avait faits sur la mode en particulier, il y a un collectif qui travaille à la fois d'artistes et de scientifiques sur comment on remet à la mode justement tous les tissus, les couleurs passées, les tissus vieillis, etc. Changer le regard sur ce rideau, ce rideau a pris le soleil, la couleur est défraîchie, je le jette, c'est plus intéressant. Et comment on change de regard là-dessus pour qu'au contraire, ça devienne une marque et comme tu le dis, du temps qui passe et puis une marque d'histoire. Et ça aussi, c'est un travail qui est très complexe, mais qui est productif. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Il se trouve que je fais partie de la population des juristes qui regardent le greenwashing très attentivement. Et donc, je conseille des entreprises. Et c'est vrai que les nouveaux récits, c'est très important. Mais alors, c'est très important mais c'est aussi très important d'être très honnête. Parce que beaucoup de greenwashing est dû à ça, c'est qu'en fait, le nouveau récit part d'un élan, ce qui est tout à fait compréhensible, mais parfois est pas tout à fait calé avec des exigences de transparence. Mais je vous donne raison, d'ailleurs. Le guide de greenwashing de l'ADEME est parfait, d'ailleurs. Ah, bon, alors, non, mais je le connais très bien. Non, mais c'est important, c'est que quand on dit nouveau récit, on ne dit pas récit washing. On est bien d'accord. Tomber d'une manipulation dans Non, mais quand on travaille avec une équipe dans une entreprise, oui. Quand on parle nouveau récit, je l'ai vécu. Vous avez tout à fait raison. Et sincérité, humilité, voilà. transparence. Ça fait aussi partie des bonnes valeurs. C'est important. Oui. C'est pour ça être ancré dans le réel, la sincérité, c'est très important pour la fiabilité. Les gens vous croient. Et puis de l'humour aussi. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Louise. Oui, dernière question. Hein. C'est normal, aujourd'hui, on s'est focalisé sur la France. Et je trouve que la France, de ce que je vois, de ce que j'entends, est particulièrement motrice et novatrice sur tous ces sujets. Malheureusement, dans les partenariats, et en plus, on est dans un monde globalisé actuellement, donc on n'est pas seul. Donc, que font nos voisins? Parce qu'il y en a, je pense, qui sont quand même aussi un peu acteurs. Et est-ce qu'on peut... Pour moi, je le vois comme une opportunité, en particulier pour l'Europe. Mais qu'est-ce que peut-être que vous avez vu qui est fort et qui pourrait nous aider? Quels sont les autres pays qui peuvent, par exemple, en Europe, avec lesquels on peut s'allier pour vraiment créer une coalition sur ces nouveaux modes de consommation finalement et ces nouvelles idées. C'est peut-être très vaste, hein, mais... En tout cas, dans le secteur de la mode et du luxe, il y a une vraie bataille. Là, quand je vous parle du Paris Good Fashion qui vise à faire de Paris la capitale mondiale de la mode responsable en 2024, il y a une vraie bataille pour le coup de pays et de continents, avec aussi des faux indices. Voilà, et il y a du soft power autour de ça, bien sûr, et tout ça pour dire que les pays nordiques, par exemple, sont effectivement sont là-dessus. Mais peut-être que tu peux dire aussi qu'il y a l'évolution des réglementations européennes qui vont de toute façon beaucoup pousser. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en mars 2022. Il va y avoir une évolution d'un certain nombre de directives concernant l'information du consommateur, qui fait que le greenwashing va être quand même un petit peu
vraiment encore plus petit. Voilà, et on attend avec impatience, je crois, le printemps, juin de 2023, pour que cette directive puisse être adoptée, selon toute probabilité, avec une transposition 18 mois après. Tout ça, ça va servir ça va être une saine émulation, on va dire. Ça, c'est important. Du coup, et de ce côté-là, on voit que quand on a ce type de projet qui est voté à l'unanimité, ça veut bien dire qu'il y a quand même dans les autres pays des choses qui sont en train de bouger que peut-être nous ne connaissons pas. Après, vous pouvez penser aussi à tout ce qui se passe aux États-Unis ou à d'autres pays où il y a un plus grand climato-scepticisme, peut-être qu'on peut le qualifier comme ça. En tout cas, au sein de la population maintenant, avec le phénomène de judiciarisation, je ne sais plus, je crois que c'est toi qui en parlais, peut-être que si ça s'étendait, les anglo-saxons, ils aiment ça, la judiciarisation. Voilà, donc ils pourraient quand même changer complètement. Alors, parfois, on peut aussi bien se comporter pour de mauvaises raisons. Je rappelle que sur la question des Ouïghours, et alors Benoît, tu connais le sujet aussi, les États-Unis, bien avant l'Europe, qui ne l'a toujours pas fait, je vous invite à suivre le combat de Raphaël Glucksmann sur ce sujet, c'est très long, mais les États-Unis ont fermé les frontières en ce qui concerne le coton non américain. Et ils utilisent d'ailleurs des techniques de police scientifique pour identifier d'où vient la provenance du coton. Et si effectivement ça vient de cette zone chinoise, c'est au fournisseur, à l'importateur de défendre son point. Mais en tout cas, effectivement, ça n'entre pas. Donc ça date déjà d'il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et finalement, ils sont en avance là-dessus contre l'Europe. Merci beaucoup, Catherine. Je vous propose d'arrêter là, de peut-être applaudir nos contributeurs. En vous remerciant tous très sincèrement pour votre présence ce soir. Vous rappelez qu'on recevra le 8 février prochain le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, sur notamment des problématiques d'anticipation et d'adaptation au changement climatique. Et par la suite, le 14 mars, je crois, Pierre-André Chalandard, le CEO de Saint-Gobain. Voilà, donc vous serez les bienvenus. Et à très bientôt.